13h, RTI 1, la chaîne qui rassemble. Vous êtes dans le grand journal du dimanche. Bonjour, bienvenue. Le 6 août dernier, le président Alassane Ouattara s'est adressé à la nation à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État y a fait un point de la situation économique du pays, situation rendue difficile par la pandémie de coronavirus. Nous y reviendrons dans ce journal. Dans ce 13h également, nous reviendrons sur les grandes dates qui ont marqué l'histoire politique de la Côte d'Ivoire de 1960 à 2020. Ce sont des moments heureux, mais aussi des moments de grande peine que la Côte d'Ivoire a connus en 60 ans d'indépendance. C'est un document à suivre dans une trentaine de minutes. Des États-Unis à la France, en passant par la Chine, la Russie et l'Égypte, les donateurs internationaux se réunissent ce dimanche 9 août pour une visioconférence de soutien au Liban, pays meurtri par la crise économique et une gigantesque explosion qui a fait plus de 150 morts et des milliers de blessés. La vie devient plus délicieuse quand on a 60 ans. La Côte d'Ivoire indépendante a 60 ans jeudi dernier. Dans son adresse à la nation, à l'occasion de la célébration de cet anniversaire, le président Alassane Ouattara a confirmé qu'il ferait acte de candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Selon le chef de l'État, les défis pour maintenir la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire et les risques que tous les acquis de ces 9 ans de pouvoir soient compromis sont les raisons de cette candidature. Ce dimanche, nous avons décidé de parler de l'opportunité de la candidature du chef de l'État. Le porte-parole du gouvernement a répondu à notre invitation. Monsieur Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Communication et des Médias. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Merci de nous accueillir. Le plus beau plateau de JT. Tout à fait. Vous confirmez? Je confirme. Merci, monsieur le ministre. Et on se retrouve exceptionnellement dans 10 minutes, pas dans 30 minutes aujourd'hui. Vous allez donc rester avec nous. Mais d'ici là, on va s'intéresser à la situation économique de la Côte d'Ivoire, situation évoquée par le chef de l'État lors de son message à la nation. Selon le président Alassane Ouattara, le coronavirus a porté un sacré coup à notre économie, rendant la situation très difficile. Mais le gouvernement a su tenir bon en mettant sur pied un plan de riposte efficace contre la pandémie. Lansine Bakayoko. Le chef de l'État l'a admis, les conditions des ménages fragiles se sont considérablement détériorées. En cause, le coronavirus qui a bloqué tous les leviers économiques, avec pour conséquence la baisse des activités, la chute de l'emploi privé et du secteur informel. Le gouvernement a d'ailleurs réagi promptement avec la mise en place du plan de riposte sanitaire d'un montant de 95 880 millions de francs CFA pour juguler la progression de la maladie et d'un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1 700 milliards de francs CFA. Grâce à ces dispositifs particulièrement généreux, la Côte d'Ivoire fait mieux que se défendre contre la pandémie et ses impacts sur les populations et les entreprises. Il est vrai que le taux de croissance initialement fléché à 7% en 2020 pourrait dégringoler à 0,8%, mais les ressorts de l'économie devraient rester solides. Cette résilience de l'économie ivoirienne est le résultat des bonnes politiques économiques et financières, ainsi que la gouvernance rigoureuse initiée par le président Alassane Ouattara, des politiques à fort impact social. Ainsi, nous avons raccordé des millions de nos concitoyens à l'électricité et à l'eau potable. Nous les avons rapprochés des écoles et des centres de santé grâce à des investissements massifs. Nous avons lancé la couverture maladie universelle. Nous avons amélioré de manière substantielle les revenus de nos parents paysans, augmenté les salaires des fonctionnaires et le SMIC. Nous avons financé les projets des jeunes et des femmes pour le bonheur de millions de familles ivoiriennes. Nous avons doté notre pays d'infrastructures modernes et désenclavé des centaines de localités. Toutes ces actions ont permis à la Côte d'Ivoire de gagner 15 points en 9 ans, soit 4 millions de personnes sorties de la pauvreté extrême. Cette dynamique de transformation économique devrait se poursuivre avec un accent particulier sur l'emploi des jeunes et des femmes, ainsi que sur le développement social.
Et l'un des temps forts de ce discours à la nation, c'était bien l'annonce du chef de l'État de se porter candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Une décision bien accueillie par ses partisans partout sur le territoire national, comme c'était le cas à Koro, dans la région du Bafing. À plus de 700 km d'Abidjan, les populations de Koro, dans la région du Bafing, étaient mobilisées ce jeudi 6 août 2020, depuis 18 h pour écouter l'adresse à la nation du président de la République, Alassane Ouattara. La plupart de ces populations se sont retrouvées au domicile du maire, Abdourahmane Bakayoko, pour suivre en direct ce message. Une grande première pour ces populations qui attendaient cet éternement. Un message important. Et oui, ce message est la décision du président de la République, Alassane Ouattara, de briguer un nouveau mandat. Une liesse populaire quand il fait lui-même l'annonce. Nous sommes donc heureux parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix, de progrès. Et seul le RHDP pouvait assurer ça. Et nous pensons que vraiment en 3 mois, il n'y avait pas mieux que Alassane Ouattara. Nous sommes heureux pour qu'il revienne. Nous sommes heureux pour que la Côte d'Ivoire reparte à fasse un bond. Cette joie s'est vite transformée en une fête populaire. Les rues et la place publique de Koro ont été prises d'assaut jusqu'au petit matin du vendredi 7 août 2020, jour de la célébration de l'indépendance. À Sinématiali aussi, c'était la fête jeudi soir. La décision du président Alassane Ouattara de faire acte de candidature réjouit les militants et sympathisants RHDP de la ville. Ami Sissoko, reportage. C'est décidé. Alassane Ouattara est candidat pour un autre mandat. Sinématiali, centre culturel. À l'annonce de la candidature du chef de l'État, les populations laissent éclater leur joie. Une candidature sollicitée par les militants et sympathisants RHDP après le décès de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat désigné du parti au pouvoir. C'est un sentiment de joie. Nous sommes libérés et toute la population de Sinématiali est en joie, est libérée. Vous voyez, la jeunesse est libérée et nous sommes vraiment très contents de cette décision que nous attendions. C'est la grande joie qui nous anime de voir que notre chef de combat pour ces élections est tout à fait prêt. Et cela renforce nous qui sommes les soldats. Et aujourd'hui, je viens d'enfiler, et tout Sinématiali vient d'enfiler sa tenue de combat pour la réélection de notre candidat. Nous sommes très fiers du président de la République. Nous sommes très fiers de l'avoir comme un père. Nous sommes très fiers de l'avoir comme président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous lui donnons l'assurance, la victoire au 31 octobre. L'élection présidentielle est annoncée pour le 31 octobre prochain. C'était un reportage d'Ami Sissoko, notre correspondante dans la région. C'est l'heure du Dimanche Magazine. Ce n'est pas l'heure habituelle, vous vous en rendez bien compte, mais il y a souvent des moments exceptionnels comme celui-ci. Quel est le sens du message à la nation du chef de l'État? Message du 6 août dernier, à la veille de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous avons invité le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiemoko Touré, qui a répondu favorablement à notre demande. Nous n'en sommes pas vraiment surpris. Il dit toujours oui quand nous lui faisons appel. Monsieur le ministre, on va suivre cet élément vidéo que nous propose Michel Digré, puis on revient pour l'entretien. J'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Au-delà d'une phrase, c'est une déclaration qui met fin à plusieurs semaines de spéculation et d'incertitude. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, revient sur les raisons qui ont motivé sa décision. J'ai, comme vous le savez, fait part le 5 mars dernier à toute la nation, devant le Parlement, réuni en congrès à Yamoussoukro, de ma volonté, bien que la nouvelle constitution m'y autorise, de ne pas faire acte de candidature et de passer la main à une nouvelle génération. Depuis cette décision, j'avais commencé à organiser mon départ, à prendre toutes les dispositions au plan personnel et au plan politique. J'avais planifié ma vie après la présidence.
j'avais entrepris de relancer les activités de mon institut et de créer la Fondation internationale Alassane Dramane Ouattara, ADO, dont les locaux sont en cours de finition. J'envisageais ainsi de mettre mon expérience en matière économique et de gouvernance au service des pays et des institutions qui le souhaiteraient. Au plan politique, ma décision avait abouti à la désignation, le 12 mars 2020, d'un candidat, chef d'équipe de cette nouvelle génération, de cadres compétents et dévoués, à même de préserver les acquis de notre pays en matière de paix et de progrès. Mais comme le dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Les récents événements tragiques avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly laissent un vide au niveau de l'équipe que j'avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social pour lequel vous m'avez fait confiance. Par ailleurs, le calendrier très serré, à peine 3 mois avant l'élection présidentielle. Les défis auxquels nous sommes confrontés pour le maintien de la paix, la sécurité nationale et sous-régionale, ainsi que la nécessité de juguler la crise sanitaire. Le risque que tous les acquis, après tant d'efforts et de sacrifices, consentis par toute la population, soient compromis. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Candidat donc à la présidentielle, le chef de l'État donne une idée de ce qui constituera ses priorités. Je peux vous assurer que cette décision mûrement réfléchie est un devoir que j'accepte dans l'intérêt supérieur de la nation, afin de continuer de mettre sans relâche mon expérience au service de notre pays. Préparer la relève et créer les conditions d'une réconciliation nationale durable sont entre autres quelques engagements pris par le président de la République au cours de cette adresse à la nation. Monsieur le ministre, le président s'adressait donc aux Ivoiriens à l'occasion du 60e anniversaire, la célébration de l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Si vous deviez nous en donner une idée générale, vous diriez quoi? Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent retenir de ce message à la nation? Vous me donnez l'occasion de souhaiter à nos concitoyens ivoiriens, mais aussi aux populations vivant en Côte d'Ivoire, nos meilleurs vœux dans le cadre de la célébration de cette fête du 7 août qui concerne l'indépendance de notre pays. Cela dit, l'analyse du discours du président pourrait faire apparaître 3 axes principalement. Le premier axe pourrait être porté sur la célébration de ces personnes à la lumière ou bien anonymes qui font la résilience de notre nation d'un point de vue économique, d'un point de vue sanitaire, mais d'un point de vue sécuritaire aussi. Le second axe de l'analyse de ce discours pourrait nous faire apprécier les 9 années de gouvernance du président de la République, Alassane Ouattara. 9 années durant lesquelles il y a eu beaucoup de résultats, parmi lesquels j'aimerais citer tantôt le taux de croissance, le taux de pauvreté, pardon, qui a été constaté en 2011 à 55%, qui s'établit en 2018 à près de 39%. Il a baissé de 15 points. Exactement, ce qui nous permet d'ailleurs de faire sortir de la pauvreté près de 4 millions de personnes. J'aimerais aussi retenir dans cette gouvernance la revalorisation du SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti, sans oublier la revalorisation du salaire des fonctionnaires, sans oublier bien sûr nos parents paysans qui ont bénéficié d'une amélioration de leurs différentes conditions de vie. Donc globalement, ça a été véritablement une annonce très forte et bien sûr qui a chuté en 3e point sur cette annonce à la candidature pour la 3e République
la Troisième République pour un premier mandat de cette Troisième République. Justement, le président a profité de l'occasion de l'adresse à la nation pour annoncer cette candidature. Est-ce que c'était le lieu? C'était un vœu cher à son parti, dire oui à son parti dans un contexte national. Est-ce que c'est pas un peu mélanger les choses? Non, pas du tout. D'ailleurs, pour un président de la République, il n'y a pas de moment approprié pour s'adresser à sa population. Tous les moments sont opportuns. Vous vous souviendrez tout de même qu'il a fallu le congrès à Yamoussoukro pour que, de façon spécifique, le président de la République fasse cette précédente annonce où se retrouvaient aussi bien ses partisans que le reste de la Côte d'Ivoire. Et donc l'opportunité du 7 août était plus ou moins identique pour pouvoir s'adresser à toute la Côte d'Ivoire dans leur diversité pour qu'ils puissent passer le message de substance, parce que c'est un moment exceptionnel de communion entre le chef de l'État et la population ivoirienne dans leur diversité pour faire passer des messages. Pourquoi il veut être candidat? Rappelez-nous les raisons. Écoutez, déjà, la Constitution le lui permet. Et 2, c'est un Ivoirien allant le droit. Et puis 3, véritablement, ce qu'il faut retenir, c'est que des conditions exceptionnelles, cela a été suffisamment rappelé. Il a travaillé pendant des années dans le cadre de son parti politique, à former des cadres de haut vol qui auraient pu prendre la relève. Mais ce sont d'ailleurs ces différents cadres qui, de façon commune et concertée, avec les militants de son parti, qui ont décidé de lui passer la main pour que définitivement il puisse nous permettre à la Côte d'Ivoire de sortir de cette période d'incertitude et surtout continuer sur la lancée de la gouvernance qu'il a si bien entamée depuis bientôt quelques années. Mais lui-même avait dit qu'il passait la main à la jeune génération. Mais c'est cette jeune génération interne à son parti politique qui lui a fait la proposition de reprendre le relais avec l'ensemble de la base. C'est pas un peu revenir sur ce qu'on a dit? Non, pas du tout. Véritablement, ce n'est pas revenu sur ce qu'il a dit, parce qu'il a suffisamment bien expliqué durant son discours les conditions exceptionnelles. Il a été aussi entendu le fait que cette jeune génération qui se trouve dans le cadre de son parti politique a apprécié le délai qui nous reste à parcourir pour atteindre les élections, pour permettre que le challenge de l'élection soit garanti pour le parti RHDP. Les uns et les autres ont décidé, pour éviter toutes sortes de divisions, d'aller ensemble et cette fois-ci soutenir l'approche du président de la République qui est celle de le confirmer ou de le solliciter pour être candidat. Beaucoup se posent la question de savoir s'il n'y avait que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui était apte à assumer cette fonction dans le camp RHDP. Non, il y a énormément de cadres très compétents au sein du RHDP. Encore une fois, c'est une décision concertée entre tous les différents cadres du RHDP qui a porté ce choix sur le président Alassane Ouattara. Est-ce que cette annonce de candidature a été vraiment une surprise? Il y avait beaucoup de voyants qui laissaient entrevoir que ça allait être le cas, non? Je dirais oui et non à la fois. Oui, parce que connaissant la personnalité du président Alassane Ouattara, qui est un homme de principes, et c'est d'ailleurs ces principes qui font son honorabilité, ce sont ces principes qui fondent sa respectabilité. Non, parce que c'est aussi un homme de devoir. Parce que là où le devoir national l'appelle, là où l'impériosité du fait de la cause nationale l'appelle, il répond toujours présent. Et cela ne nous a pas surpris qu'il puisse accepter cet appel au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Vous l'avez dit tout à l'heure, il a le droit de se présenter. La Constitution le lui permet. Tout à fait, et cela sans embâche. La Constitution le lui permet. J'aimerais pas rentrer dans quelques juridismes. L'opposition, elle dit que non. J'aimerais pas rentrer dans quelques juridismes que ce soit, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes dans le cadre de la Troisième République. Troisième République qui sera pour la première fois opérationnelle à partir du 31 octobre 2020. Donc un contexte nouveau, de gouvernance nouveau, qui connaîtra sa première élection. Cette Troisième République, d'ailleurs, a institué la mise en place d'une vice-présidence et autant de dispositions réglementaires tout à fait exceptionnelles qui permettent de la différencier de la Seconde République. Donc le président Alassane Ouattara, dans le cadre de la Troisième République, est candidat à un premier mandat.
Et là, vous faites allusion à l'article 183, le même article sur lequel se basent les membres de l'opposition. Est-ce qu'il n'y a pas risque que toutes ces différentes interprétations d'un même article aboutissent à quelque chose, à une situation conflictuelle à laquelle les Ivoiriens n'ont plus envie d'assister? C'est de bon droit que les membres de l'opposition font valoir des interprétations spécifiques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un juge constitutionnel qui, en son temps, portera la décision définitive. Il vaut mieux se référer à ce juge constitutionnel. Mais en la matière, d'ici là, le débat démocratique et politique peut avoir lieu parce que c'est tout à fait légitime pour l'opposition de chercher à disqualifier un candidat qui pourrait leur être fatal au final dans le vote. Donc c'est tout à fait normal. Mais il faudrait que cela se fasse dans la courtoisie, dans le jeu et dans le débat politique le plus pertinent, en évitant de franchir la zone rouge qu'il ne faut pas franchir. Pendant que tout ça se passe, les Ivoiriens, eux, ils ont peur. J'aimerais véritablement rassurer les Ivoiriens. Depuis ces années, le président de la République s'est investi énormément à l'effet de garantir la sécurité à la frontière de la Côte d'Ivoire, mais aussi la sécurité interne. Et le jeu démocratique a droit de se faire dans cette période. Mais le gouvernement n'acceptera pas quelques initiatives qui viseraient à perturber la quiétude des Ivoiriens. Tout est mis en œuvre pour que ce parcours démocratique jusqu'à l'élection se fasse de façon sereine, pertinente, de sorte à ce que chacun puisse exprimer sa différence dans le choix de son candidat. Voilà. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on le voit, hein, ils sont nombreux à dire qu'ils sont en train de faire leur bagage, je ne sais pas, pour fuir quelque chose qu'ils pressentent. À quand le jour où on aura des élections tranquilles en Côte d'Ivoire, sans peur, sans psychose? Rassurons les Ivoiriens. Cette élection se déroulera dans les meilleures conditions. Chacun exprimera son vote de façon libre et transparente et l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement n'acceptera aucune initiative de déstabilisation du processus électoral. Toutes les décisions sont prises à cet effet. Donc j'aimerais vraiment rassurer les Ivoiriens quant à ce que nous irons sereinement à ces élections. Parce qu'on a un mauvais souvenir des élections municipales, les élections dernières. Alassane Ouattara donc avait décidé de passer la main à la jeune génération. Vous-même, Monsieur le ministre, vous n'auriez pas pu être ce candidat-là? Je vous l'ai dit tantôt, son parti politique regorge de cadres compétents à tous les niveaux. Donc c'est l'ensemble de ces différents cadres qui ont fait le choix de mettre le président Alassane Ouattara en pole position. Il inscrit son action dans la continuité du rassemblement, de la réconciliation des Ivoiriens. Est-ce à dire qu'il reconnaît là explicitement qu'il reste beaucoup à faire de ce côté-là, la réconciliation? Je pense que le gouvernement et le président Alassane Ouattara ne peuvent pas être pris à défaut par rapport à leur engagement pour la réconciliation des Ivoiriens. Nous nous souviendrons de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation qui a été mise en place dès la sortie de crise. A succédé à cette commission la CONARIV, puis ensuite, pour matérialiser cet engagement fort pour la réconciliation, il a été institué un ministère en charge de la cohésion sociale qui d'ailleurs est toujours dans le gouvernement, qui œuvre en permanence pour rapprocher les différences. Et pour compléter le tout, régulièrement, le chef de l'État initie, prend des actes d'amnistie de toutes les personnes impliquées directement ou indirectement dans le cadre de ces différentes crises pour leur permettre de vaquer à leurs occupations, sans oublier de les accompagner à réoccuper les différentes fonctions qui étaient les leurs pour ceux qui étaient fonctionnaires dans l'administration. Et ce qui a permis d'ailleurs à plus de 90% des exilés de la crise de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, après autant d'initiatives initiées par le président Alassane Ouattara, je pense qu'on ne peut pas l'accuser de ne pas d'être engagé dans ce chantier. D'accord. Et puis dans son discours, le président a annoncé une grâce pour environ 2000 détenus, des détenus qui ont commis des délits mineurs. C'est quoi ces délits? Dites-nous pour qu'on comprenne mieux. Je pense qu'il s'agit là de délits de droit commun. Oui. Maintenant, quant aux détails, je pense qu'on va se référer au juge en charge parce qu'il aurait fallu pouvoir le définir. On entend délits mineurs, on entend délits de droit commun, mais bon, tout le monde... Tout tas de cause, ils ne seront pas concernés les délits de sang, ça c'est clair. Bon, maintenant, le reste, c'est le juge en charge qui le définira. Il y a des députés en prison, Monsieur le ministre.
des députés de la nation, des députés qui, logiquement, bénéficient d'immunité, mais ils sont en prison. N'était-ce pas là le moment de décrisper l'ambiance en les mettant dehors? Députés, oui, mais pris dans une situation de flagrant délit. Ces députés même le savent. À partir du moment où ils ont été pris dans une situation de flagrant délit, leur posture de député tombe en ce moment et ils deviennent des justiciables comme tout autre. Et c'est dans ce cadre, véritablement, qu'ils sont sous le coup de la loi. Qu'est-ce qui leur est reproché concrètement, réellement? C'est un dossier qui relève de la justice. Je ne pourrais malheureusement pas me prononcer en profondeur sur ce dossier. Vous parliez tout à l'heure de réconciliation. Est-ce que ce n'aurait pas été quelque chose, un grand pas vers la réconciliation de relâcher ces députés? Encore une fois, c'est un dossier judiciaire et le gouvernement a très peu de choses à dire sur le fond du dossier judiciaire, mais le juge se prononcera là-dessus. Oui, mais il y a quand même eu 2000 détenus sortis sans que le juge... de droit commun. De droit commun, d'accord. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait appelé à une restructuration de la CEI. Voilà. À quelle étape on est en ce moment? Le dernier arrêté de cette Cour reconnaissait la conformité de la loi électorale qui régit la commission électorale indépendante. Ce même arrêt reconnaissait aussi l'équilibre qui existe au sein de la commission centrale. Il restait tout de même au niveau des commissions locales quelques déséquilibres, pas du fait de la loi, mais du fait de l'application de la loi. Et c'est à cet effet que cet appel a été lancé à l'opposition, qui d'ailleurs, le PDCI a désigné son représentant, qui sera intégré au sein de la commission centrale et qui de facto aura un impact dans la réorganisation des commissions locales selon le bon vouloir de la commission électorale et en son temps. La révision de la liste électorale a pris fin le 5 juillet dernier. On est en phase de contentieux. Il y a certains acteurs politiques, certains Ivoiriens qui ont vu leur nom retiré de la liste électorale, notamment Laurent Gbagbo. Ceci est du fait de la loi électorale qui est impersonnelle, soit dit en passant, et qui n'adresse personne de façon particulière. Et donc, c'est précisément même d'ailleurs l'article 4 du Code électoral qui le relève. Et toute personne qui se sent blessée dans son droit de vote ou bien dans son droit à être inscrit sur le liste électorale doit le relever auprès de la commission électorale. C'est d'ailleurs le sens du contentieux qui a été ouvert et qui était clos, qui a été prorogé par la commission électorale pour se terminer le mardi. Donc toute personne, y compris celle que vous avez citée, a le droit de faire recourir auprès de la commission électorale indépendante pour faire valoir son droit qui sera peut-être accepté ou refusé. Celle que j'ai citée, c'est Laurent Gbagbo. Il a fait une demande de passeport. Vous avez dit que c'est en cours de traitement. Si l'ex-président demande à rentrer en Côte d'Ivoire, vous le lui permettrez? Je confirme que son passeport est en cours de traitement. Et maintenant, quant à savoir son retour en Côte d'Ivoire, j'aimerais juste vous rappeler qu'il est sur le coup d'une initiative judiciaire à son compte. Et donc, au niveau de la CPI? Non, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il est sur le coup d'une poursuite judiciaire. Maintenant, ceci relève du juge, donc je ne peux pas me prononcer sur le fond de ce dossier. Pour lui permettre de revenir en Côte d'Ivoire, on va attendre que le juge se prononce, c'est ça? L'appréciation du juge sera importante. D'accord. L'actualité, c'est aussi la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Où on en est? Vous vous souviendrez que c'est sous le leadership du Premier ministre, paix à son âme, Amadou Gon Coulibaly, que l'initiative a été engagée pour pouvoir protéger nos différents concitoyens ivoiriens, bien sûr, sous la direction du président Alassane Ouattara. Et au cours de ce développement, il a été mis en place 2 plans. Un plan de riposte sanitaire d'un montant de 95 milliards de francs CFA. Le président de la République l'a rappelé. Et ce plan de riposte sanitaire a permis d'améliorer les infrastructures de prise en charge de nos différents concitoyens sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi d'améliorer l'opérationnalisation de la prise en charge dans le cadre de la gestion de cette crise à coronavirus. Le second plan
qui a été développé d'un montant de 1 700 milliards de francs CFA, est un plan de soutien économique, social et humanitaire qui permettait d'adresser les vulnérabilités dans notre société pendant cette crise sanitaire, mais aussi d'adresser les vulnérabilités économiques au sein des différentes entreprises, que ce soit les grandes entreprises, les PME ou les entreprises informelles. Globalement, ces deux initiatives, dans le cadre de ces deux plans, dans le cadre de ces stratégies, ont permis de réduire le taux de mortalité à près de 0,7%, ce qui est l'un des taux les plus faibles en Afrique. Et c'est dire que la stratégie adoptée par la Côte d'Ivoire est la bonne, mais il faudrait en ce moment-là que nos concitoyens y adhèrent et puissent nous permettre d'éviter qu'il y ait toujours des morts. Mais on constate depuis quelques jours un nombre vraiment appréciable, on va dire, des petits chiffres par rapport aux contaminations. Qu'est-ce qui a changé? Il n'y a jamais de petits chiffres en termes... Mais je veux dire, on avait droit à 300, 400 cas de contamination, on en a 50, 70 aujourd'hui. Qu'est-ce qui a évolué? C'est certainement la viabilité de la stratégie qui a été mise en place. C'est ce qui justifie peut-être ces résultats. Mais je préfère ne pas trop crier à la victoire parce que l'OMS nous a déjà rappelé que nous serons amenés à vivre encore pendant une longue période avec cette maladie. Il est peut-être plus prudent de continuer à sensibiliser les populations sur le fait qu'il faut qu'ils continuent à se protéger pour protéger les autres. Et pourtant, les restrictions ont été levées. Oui, il fallait trouver un juste milieu entre l'équilibre économique des différentes populations et l'équilibre sanitaire. Mais soyez certains, le gouvernement ne prend aucune décision sans l'éclairage du comité d'experts qui a été mis en place, comité d'experts en matière sanitaire, qui l'accompagne dans ces décisions prises au sein du Conseil national de sécurité. Et la présidentielle aura lieu le 31 octobre, Monsieur le ministre? Bien sûr, le gouvernement y travaille et met en place tout ce qu'il faut pour que cette élection se déroule de façon sereine, dans la sécurité et que chacun puisse exprimer son droit de vote et son choix. Voilà. Je pose la question parce qu'on n'a pas fêté comme il faut l'anniversaire, 60e anniversaire, à cause du coronavirus, alors que c'est une centaine de personnes qui allaient être réunies. Mais là, il y aura des millions d'Ivoiriens qui iront voter. Mais des dispositions seront prises pour pouvoir se garantir cette élection dans les meilleures conditions. D'accord. La journée nationale de l'excellence, elle n'aura pas lieu. Malheureusement, elle n'a pas eu lieu. Malheureusement, je peux comprendre la déception de beaucoup d'Ivoiriens, mais ce n'est que partie remise. Nous avons terminé, Monsieur le ministre. Je vous remercie. Et je vais vous demander, le ministère a organisé un atelier de vulgarisation des textes majeurs de votre département. Que visait l'organisation d'un tel atelier? Le département de la communication des médias a bénéficié de l'adoption de 3 textes majeurs, 3 projets de loi, en l'occurrence un régissant le secteur de la presse, l'autre l'audiovisuel et enfin le dernier né qui a été adopté au mois de juin 2020 portant sur la communication publicitaire. Il était de bon aloi de faire cette promotion pour que les uns et les autres acteurs sachent ce qu'il y a dans cette loi, ce qui va régir leur activité. Merci, Monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Une fois de plus, merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation et bon retour chez vous. En 60, les grandes dates de l'histoire. À l'occasion de ces 60 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, nous avons pensé que cela vous ferait plaisir de connaître quelques grandes dates qui ont marqué l'histoire politique du pays. Des dates qui sont à jamais gravées dans la chair de notre Côte d'Ivoire. De la peine, de la douleur, des larmes, mais aussi du bonheur. Ma Côte d'Ivoire, la belle, a tout connu entre 1960 et 2020. Je proclame solennellement l'indépendance de la Côte d'Ivoire. 7 août 1960, la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance. Félix Houphouët-Boigny, président du nouvel État. Pendant 30 ans, le pays connaît une stabilité politique jusqu'aux mouvements sociaux de 1990. En mars de la même année, il y a l'instauration du multipartisme sous la pression de la rue. Le pays traverse aussi une grave crise économique en raison de la chute des cours du café et du cacao, fondement de l'économie ivoirienne. À 85 ans, en octobre 1990, Félix Houphouët-Boigny entame un autre mandat.
il remporte les élections aux dépens du candidat socialiste Laurent Gbagbo. Entre-temps, la crise économique continue et un plan d'austérité est décidé par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Houphouët-Boigny va alors mettre en place un comité interministériel pour relancer l'économie. Cette réforme de l'exécutif va déboucher sur la création du poste de Premier ministre occupé par Alassane Ouattara. Il va réduire les poches de dépenses et accroître les recettes. Le père de la nation ne terminera pas son quinquennat. Il décède le 7 décembre 1993. Selon la constitution de la Première République, c'est le dauphin Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale, qui lui succède. Il est élu en 1995. Un mandat interrompu le 24 décembre 1999 par une mutinerie qui débouche sur un coup d'État militaire. Le général Robert Guéhi est le nouvel homme fort. Il annonce la mise en place d'un comité national de salut public. En juillet 2000, une nouvelle constitution est adoptée par référendum avec 86% des suffrages. En octobre 2000, Laurent Gbagbo élu après les élections. 2 ans après, le nouveau président se trouve vite confronté à une crise en 2002. La Côte d'Ivoire est coupée en deux. Un conflit qui prendra fin en 2010 par l'organisation de la présidentielle. Une crise post-électorale éclate. Elle fait plus de 3000 morts. Le président élu Alassane Ouattara va officiellement prendre fonction en mai 2011. Il sera réélu en 2015. En novembre 2016, la Côte d'Ivoire entre dans la 3e République avec le vote pour une nouvelle constitution. Dans 3 mois, les 7,5 millions d'électeurs sont convoqués dans les urnes pour la présidentielle de 2020. Image commentée par Kolo Koulibaly. Cette année 2020, la célébration de l'anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance n'a pas été aussi festive que les années antérieures. Le coronavirus nous a imposé de la faire à minima. Respect des mesures barrières oblige. Célébration donc timide cette année, mais célébration quand même. C'est la cour de la préfecture de Mbayakourou qui a abrité la cérémonie marquant la célébration des 60 ans d'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Réduite à une cérémonie de prise d'âme, après le passage en revue des troupes et la montée des couleurs nationales, le préfet a livré un message à la population. Il a d'abord évoqué les faits marquants de la vie de notre pays avant de se pencher sur la marche du département de Mbayakourou. Le préfet a salué les actions de développement entreprises par le président de la République et son gouvernement, notamment au plan social, économique et sécuritaire. Alexis Kpanyi-Ngoran, tout en dénonçant aussi l'orpaillage clandestin qui sévit dans le département, a souhaité des élections apaisées en Côte d'Ivoire. À Divo, c'est la cour de la préfecture qui accueille les festivités marquant le 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration qui a réuni les représentants des différentes couches de la société. Occasion pour le préfet de région d'inviter ces populations à la promotion des valeurs de paix, du pardon. Assoma Kouakou a demandé aux populations de s'investir pour préserver le climat social apaisé qui règne dans la région du Lodjibois. Covid-19 oblige, seul un cérémonial militaire qui s'est déroulé avant le message du préfet. À l'instar des autres localités du pays, Kanoroba, à 73 km de Korogo, a aussi commémoré la traditionnelle fête du 7 août. Autorités administratives, chefs coutumiers, fils et filles réunis à la place publique pour célébrer l'événement. L'aubaine était toute trouvée par le sous-préfet Sidiki Sanogo pour inviter les populations à s'impliquer davantage dans le développement de Kanoroba. L'administrateur a aussi fait part des doléances des populations aux autorités régionales, entre autres la construction des infrastructures scolaires, sanitaires, l'extension du réseau électrique et l'adduction en eau potable de Kanoroba. 60 ans d'indépendance, 60 ans de travail, qu'est du chemin parcouru par la Côte d'Ivoire dans sa marche vers son développement. Pour la commémoration de ce moment historique à Tanda, le préfet du département a rendu un vibrant hommage au père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, qui a su tracer les sillons du développement de notre pays. Il a exhorté les Ivoiriens à consolider les acquis démocratiques et de développement du pays en cultivant davantage la paix et le vivre ensemble afin de se hisser au rang des pays émergents. Se prononçant sur l'élection présidentielle à venir, il a invité les populations à prôner l'apaisement et surtout à éviter les violences verbales afin de préserver la cohésion sociale. À Coupé, localité située à une centaine de kilomètres d'Abidjan, a célébré à l'instar des autres villes
le 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sobriété. Prise d'armes, revue de troupes et discours ont marqué cet événement. Le préfet du département d'Akoupé, Sila Mustafa, a salué les actions de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara, en faveur des populations. Des actions qui, selon lui, ont réduit considérablement la pauvreté en Côte d'Ivoire. Ce 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Akoupé a été marqué par la présence des Ramdés du département de Tissé, venus du Burkina Faso. 7 août 1960, 7 août 2020, la Côte d'Ivoire indépendante a 60 ans. À Mans, cette commémoration s'est déroulée dans la sobriété eu égard à la pandémie à coronavirus. Une cérémonie de prise d'armes ponctuée par l'adresse de Soro Kaya Jérôme, préfet du département de Mans, préfet de la région du Tonkpi. Tout en encourageant ses concitoyens à redoubler d'ardeur dans la lutte contre cette pandémie, il les a exhortés à préserver la cohésion sociale en cette année électorale. Quelques prestations artistiques ont apporté une touche de festivité à cette célébration. La célébration des 60 années d'indépendance a été marquée à Gabiagui par une cérémonie de prise d'armes, de salut aux couleurs et d'une adresse du sous-préfet Bamba Ngolo Fatogoma aux populations venues en nombre restreint. Le représentant du chef de l'État, Gabiagui, a rappelé les acquis en matière d'électrification et d'adduction en eau potable dans le cadre du programme social du gouvernement. Le sous-préfet Bamba Ngolo Fatogoma a terminé son discours en demandant aux populations de continuer à respecter les mesures barrières. Grand Bérébi, cérémonie de prise d'armes, revue des troupes, salut aux couleurs. Puis, le discours du sous-préfet Victoire Vamoudri, qui a dénoncé la récurrence des conflits fonciers et des conflits de chefferie dans la sous-préfecture de Grand Bérébi. Elle invite donc la chefferie traditionnelle à s'impliquer davantage afin de trouver des solutions durables à ces problèmes dans l'impartialité et la paix. C'est par un défilé militaire que la commémoration des 60 années d'indépendance de la Côte d'Ivoire à Grand Bérébi a pris fin. Revue des troupes, civilité aux autorités politiques, administratives et traditionnelles ont marqué la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans le département de Jacquesville. Dans son adresse à l'endroit des populations, Boni Yao Dominique, secrétaire général de la préfecture, au nom du préfet ou l'a félicité, s'est félicité des nombreuses actions entreprises par les autorités locales dans le sens de la cohésion sociale. Occasion pour lui d'appeler les cadres de Jacquesville à repenser le développement socio-économique de la localité. Bonne fête de l'indépendance à tous les Ivoiriens d'ici et d'ailleurs. Que ces 60 ans nous apportent paix et joie. Je vous emmène à présent dans la région de la Maraoué, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Un mois tout juste après la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la communauté musulmane sur place fait des prières pour le repos de son âme. Le témoignage de Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Grande mosquée de Boisflé. Des guides religieux venus de toute la région de la Maraoué, avec à leur côté des élus, des cadres et des fidèles musulmans. Il s'agit ici d'élever des prières pour le repos de l'âme de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mais également des prières pour accompagner le président de la République Alassane Ouattara dans sa mission à la tête de l'État. Ces populations, reconnaissantes aux efforts fournis par l'ex-premier ministre de son vivant, ont tenu à travers ces prières à lui rendre un vibrant hommage. Nous avons décidé de lui rendre hommage de notre manière avec la lecture du Saint-Coran pour que Dieu puisse l'accueillir à sa droite. Tous les fils de la région de la Maraoué se sont mis autour du même idéal, celui d'invoquer le Seigneur afin de faciliter le repos de l'âme de notre grand Premier ministre qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et aussi de prier pour le nouveau Premier ministre qui aura la lourde tâche de continuer l'œuvre inlassable entamée par son Excellence Amadou Gon Coulibaly. Demandons donc au bon Dieu de bien vouloir donc accepter notre Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans son paradis Firdaus. S'agissant du président de la République, nous demandons également à Dieu de lui donner le courage et la sagesse de comprendre tout ce qui a été fait. Il s'agit donc d'une épreuve dans la vie d'un homme
lorsque les épreuves se présentent, il faut les supporter et avancer. Au sortir de cette prière, tous les fidèles présents ont pris l'engagement d'œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire pendant et après le processus électoral en cours. Et on va également prier pour la santé mondiale, car la santé mondiale, justement, est en jeu. On compte 720 000 morts de Covid partout sur la planète et l'épidémie gagne du terrain. Il faut à tout prix maintenir le virus à distance. Et on en vient aux différents chiffres du jour. 96 nouvelles personnes ont été contaminées au coronavirus ces dernières 24 heures. 96 infections pour 91 nouvelles guérisons et aucun décès. En Côte d'Ivoire, la maladie a touché à ce jour 16 620 personnes, parmi lesquelles 104 ont malheureusement perdu la vie. Plus que jamais, les autorités insistent sur les mesures de prévention, ces gestes barrières qui peuvent nous sauver la vie. Vous les connaissez déjà, mais il n'est pas inutile de vous les rappeler. La formule, c'est mains, masque, distance. On se lave régulièrement et soigneusement les mains. On porte son masque de protection et on reste loin des autres, 1 mètre de distance au moins. Le Brésil, lui, est le deuxième pays le plus touché par le coronavirus au monde, après les États-Unis, avec 100 000 morts et 3 millions de cas confirmés. C'est le bilan officiel qui a été atteint hier samedi sans qu'il n'y ait de signes d'amélioration à l'horizon. Depuis près de 3 mois, la capitale mondiale du carnaval enregistre une moyenne de 1000 morts par jour en raison du coronavirus et il n'y a aucune tendance à la baisse. Toutefois, ces chiffres n'émeuvent guère le président Jair Bolsonaro. Pour lui, la vie continue. C'est ce dimanche 9 août que des donateurs internationaux se réunissent pour venir en aide au Liban, 5 jours après l'explosion au port de Beyrouth qui a fait plus de 150 morts, des milliers de blessés et entraîné 300 000 personnes hors de chez elles. Pas encore totalement évalués, les besoins seront immenses. Comment s'assurer que l'argent promis ira bien vers la population affectée sans alimenter les circuits de la corruption, comme le redoutent les manifestants? Pour la France, qui organise avec l'ONU cette conférence, les organisations internationales joueront un rôle de premier plan. Et voilà ce qui fait l'essentiel de l'actualité. J'espère que vous avez pris grand plaisir à nous suivre. Merci en tout cas de maintenir la fidélité, la confiance. Nous, RTI, nous nous engageons à toujours vous servir le meilleur. Bon dimanche chez vous, bien sûr dans le respect des gestes barrières. Jeudi à Beyrouth. Cette puissante